Et dans la question de la semaine, aujourd'hui, le débat des éditorialistes de LVE avec Arnaud Dika. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Raphaël. Et il y aura Ryoma Takeuchi qui devrait nous rejoindre d'ici un quart d'heure. Donc Arnaud, va falloir combler pendant un quart d'heure. Oh, il n'y a pas de souci, on va pouvoir le faire normalement. C'est bien ce que je pensais, je vous fais confiance. Donc au sommaire de ce débat, nous parlons du Brésil. Alors certes, nous en avons déjà parlé sur cette antenne lundi matin, mais il me semble que ça vaut le coup d'y revenir. Puisque nous vous avons fait vivre l'événement en direct, nous vous avons donné des éléments de contexte sur cette élection. Aujourd'hui, on va se projeter et on va débriefer, j'ai horreur de cet anglicisme, cette élection. Pour rappel, Jair Bolsonaro a recueilli 55,13% des voix face à Fernando Haddad qui lui en a recueilli 44,87%. Il y a eu des violences qu'on a vues dès l'élection de Jair Bolsonaro et entre autres des violences homophobes. Pas sur ce point précis, mais d'une manière générale, Arnaud, est-ce que vous trouvez que cette élection de Jair Bolsonaro est inquiétante pour le Brésil? Bon, après moult réflexions et suffisamment de temps pour y repenser, je dirais, pour le Brésil, je ne pense pas. Dans le sens où, en fait, il est compliqué de demander à la nation brésilienne de fournir un résultat qui soit différent en ce sens-là. Et c'est important de comprendre la conscience politique des peuples. Et en l'occurrence, au Brésil, il me semble que les questions de sécurité que Jair Bolsonaro prétend pouvoir résoudre ont plus d'impact qu'autre chose. En ce sens, je ne m'inquiète pas particulièrement de son élection, enfin dans le sens où je m'attendais à son élection. Mais en revanche, pour le reste du monde, je vais rester circonspect. Alors, je vais venir sur la question du monde dans quelques instants. Mais vous dites, Arnaud, que vous vous attendiez à cette élection. Vous vous y attendiez dès le début de la campagne et vous étiez un visionnaire, ou à partir du moment où Lula était hors jeu et que Bolsonaro avait reçu un coup de couteau et s'est retrouvé à faire campagne à ne pas faire campagne tout en faisant campagne, est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit que c'est bon, c'est plié? Disons que à partir du moment où Lula s'est retrouvé hors jeu, j'avais de forts doutes que quelqu'un comme Bolsonaro serait au pouvoir, et voyant son excellent coup de com' de faire campagne sans faire campagne tout en utilisant sa propre personne comme un martyr, en fait, je me suis parfaitement représenté un Bolsonaro victorieux. Alors je vous propose qu'on passe sur les questions du monde, qu'on y passe, et après on va parler de questions religieuses, parce qu'il y a ça quand même qui était dans cette élection de Jair Bolsonaro. En tout cas ça a joué. Vous dites que vous êtes inquiet, enfin que pour le monde vous ne pourriez pas dire que ce sera pas forcément mauvais. Plus en détail, ça donne quoi? Plus en détail, ça donne que, on en parlait tout à l'heure, des opinions comme celle d'Emmanuel Macron, des opinions comme celle d'Emmanuel Macron quant au durcissement du monde, entre guillemets, sont des opinions qui sont très très nombreuses, et malheureusement, qu'elles soient vraies ou pas, elles ont énormément de poids en fait. Et donc, pour moi, peu importe la personne de Jair Bolsonaro, peu importe son degré de respectabilité entre guillemets, le vrai problème c'est pas ce qu'il va faire dans les quelques jours qui suivent maintenant. Le vrai problème c'est ce qu'il semble représenter au regard du monde, et le regard du monde à son endroit est plutôt néfaste, on va dire, plutôt négatif. Et c'est ça qui m'inquiète. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que ce soit plus facile en fait de faire, que ce soit plus difficile, pardon, de faire de la politique dans un climat qui vous est généralement hostile, plus que le reste.
Après, quand vous parlez du regard du monde à son endroit, alors peut-être que j'ai pas bien suivi votre raisonnement, mais c'est-à-dire que euh, la façon dont on le, c'est la façon dont on le qualifie, dont on le définit dans le monde, c'est ça? Oui, enfin, c'est. Je vais prendre un exemple Ouais. qui sera assez parlant. Bolsonaro Bolsonaro, au regard des citoyens d'autres pays, comme par exemple des citoyens d'Angleterre que je côtoie aujourd'hui, Bolsonaro, c'est Donald Trump au Brésil. Que ce soit vrai ou pas, peu importe, mais toujours est-il que ça fait très mauvaise publicité. Ouais, Et ce certes. faisant très mauvaise publicité, c'est, comme on dirait, c'est pas bon pour les affaires. Business is business. Euh, Arnaud, vous soulevez justement ce point-là. Pour vous, c'est le Donald Trump brésilien? Pour moi, non. Non. En fait, si je devais comparer Bolsonaro une figure politique importante de notre siècle, je pense pas que je le comparerais à Donald Trump. Je le comparerais plutôt à. J'en ai pas la moindre idée en vrai. C'est terrifiant. J'avais une superbe idée de comparaison en tête, mais la voilà qui s'effrite. Ah, ça, c'est embêtant. C'était quoi? C'est très embêtant. Je vais la retrouver tout de suite, avec un peu de chance. Victor Orban? Mhm. Oui, par exemple, voilà, exactement. Pour moi, Jair Bolsonaro et Viktor Orban, c'est plus ou moins la même politique. Enfin, je m'attends à une politique similaire. Bah d'ailleurs, Bolsonaro ne s'en est pas caché en soi, hein, puisque pour développer un petit peu cette comparaison, je rappelle que Viktor Orban, depuis qu'il est au pouvoir, a réduit l'indépendance de la justice, a réduit les pouvoirs de la presse, enfin les pouvoirs, la presse n'a pas de pouvoir, mais a réduit la liberté de la presse. Et ce ne sont que quelques exemples. Il a, voilà. Pour vous, on s'approchera de ça, de un Brésil dont le pouvoir judiciaire serait aux ordres d'un autre, bref, une dictature. Pas une dictature, mais en tout cas une politique très autoritaire. Alors, mettons-nous d'accord, pour vous, qu'est-ce qu'une dictature? Alors, la différence entre un régime dictatorial et un régime simplement autoritaire, pour moi, c'est en fait une différence de, comment dire, une différence de degré. Mhm. C'est-à-dire que un régime dictatorial est nécessairement autoritaire parce qu'il implique parce qu'il implique une forte présence du chef de l'État, parce que le chef de l'État contrôle quasiment tous les ressorts de la vie publique entre guillemets, euh, mais aussi mais aussi parce que dans un régime dictatorial, il y a un élément qui tient entre guillemets de la manipulation des foules, qui tient ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Pour l'instant, je ne vois pas ce genre de choses arriver à Bolsonaro. Ça peut arriver. Il est possible que l'avenir me donne tort, mais pour l'instant, je ne vois pas ce genre de choses se profiler à l'horizon. Je vois un régime autoritaire, très autoritaire, assez militariste, mais pas une dictature, pas nécessairement. Mais est-ce que, alors, c'est pas à moi de débattre avec vous en soi, mais je propose, euh, est-ce que une dictature ne serait pas, alors c'est peut-être une mauvaise définition de la dictature héritée de ce qu'était un dictateur romain, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement la concentration des pouvoirs sans être nécessairement un régime autoritaire? Euh, c'est une mauvaise définition. Enfin, c'est pas une mauvaise définition, puisque c'est plus ou moins comme ça qu'était pratiquée la dictature à Rome, et on a tendance à l'oublier, mais en Grèce aussi. On n'appelait pas ça un dictateur, mais c'était à peu près la même chose.
On appelait ça un tyrannos, un tyran. Ouais, Et en ça fait, donne la la tyrannie. Ouais. dictature, exactement. En fait, la dictature romaine, c'est une institution, en fait. C'est-à-dire qu'on est dictateur parce qu'on est nommé dictateur, en fait. On nous donne les pouvoirs parce qu'il est nécessaire à un moment de la vie politique de donner les pouvoirs à un homme, à un homme politique. Et donc nécessairement, enfin pas nécessairement, mais en tout cas, c'est supposé prévenir un régime autoritaire puisque le régime en question est temporaire et que toute forme de contest, de comment dire, de contrevenu aux lois de la République qui seraient mises en place pendant ces 1 an ou ces 6 mois peut être démise ensuite. Hmm. Dans les faits, une dictature à l'heure actuelle, ça n'est pas institutionnel. Certes. Alors, une fois fait cette parenthèse sur l'époque romaine, je vous propose qu'on retourne au Brésil. Euh, Puisque Jair Bolsonaro a, pendant toute sa campagne, enfin sa campagne en forme de non-campagne, j'ai envie de dire, il a mis en avant son lien avec la religion, avec la religion catholique, avec les évangélistes. C'est quelque chose d'important au Brésil, la religion. Et pour vous, Arnaud, est-ce que ça joue aussi dans l'élection de Jair Bolsonaro? Est-ce que éventuellement Pour moi, vous... Ouais. pour moi, il est plus que certain que ça joue. Et même, je dirais même pas que ça joue, je dirais que c'est un facteur déterminant dans son élection. Il faut comprendre que la conscience religieuse des peuples, ou l'athéisme, ou en tout cas la laïcité n'est pas une loi constitutionnelle, entre guillemets, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, mais il faut pas sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer la conscience religieuse de peuples dont le caractère principal, entre guillemets, est fondé sur leur appartenance à une religion. Ouais. Et surtout, il ne faut pas. J'ai horreur d'utiliser cet argument, cette analogie entre guillemets, parce que elle est un peu trop réductrice, mais il faut pas oublier que certaines franges de la population sont plus sensibles à la question religieuse, aux arguments religieux, qu'à des arguments économiques, Hmm. en fait. Notamment les paysans, principalement la classe paysanne, en fait. La question religieuse, c'est une question qui a toujours, historiquement, beaucoup plus touché les paysans dans une société que les citadins. Hmm. Donc oui, pour moi, si Bolsonaro a pu remporter cette majorité, s'il a pu être élu ainsi, c'est certainement sa, comment est-ce que je pourrais définir ça, sa tolérance, son inclinaison vers la religion aura joué un rôle très très fort, très très important. Ouais. Ah, pardon. Par ailleurs, ce que vous dites, et pour aller dans votre sens, recoupe parfaitement la carte du vote, puisque il y a aussi ça, et je vous propose qu'on entre dans cette question également. C'est-à-dire que le vote Bolsonaro est un vote rural, ou en tout cas n'est pas un vote citadin, n'est pas un vote des grandes villes. Et est-ce que ce ne serait pas là aussi un élément de comparaison avec, par exemple, Marine Le Pen, qui a à peu près un électorat, allez, pas identique, mais sur la carte de France, ça se superpose également. C'est un élément de comparaison. C'est un élément de comparaison aussi avec Donald Trump, puisque certains l'ont fait, et avec plus ou moins de justesse, avec plus ou moins de doigté et de sensibilité. La question, c'est est-ce que c'est un élément de comparaison qui est pertinent? Ouais. Et est-ce Si que vous ça l'est? voulez, je ne pense pas. Si vous voulez, aux États-Unis, par exemple, les ruraux, entre guillemets, pour ne pas dire juste les paysans, ont ont, ont moins de poids politique que les citadins.
on va probablement le voir aux élections qui vont arriver mardi, enfin mercredi pour nous. Mais en Oh, ce fait, sera mardi pour nous, c'est juste que les résultats, c'est mercredi. ce qui fait la vie politique dans un pays très urbanisé, ce sont les citadins. Ce sont les personnes qui sont les plus touchées entre guillemets par la propagande politique. Je dis propagande dans un sens absolument pas péjoratif. Je dis dans le sens propaganda qui veut dire en fait de propager les idées. C'est les personnes qui sont les plus touchées par les idées politiques qui ont le plus de poids dans une élection. Pardon, dans une élection qui n'est pas l'élection présidentielle. Ouais. Et donc en fait c'est ça qui est déterminant, enfin qui est déterminant dans la pertinence de la comparaison, parce que là où Donald Trump aura pu jouir des votes ruraux, on se souvient tous de la carte des votes aux États-Unis qu'on pouvait faire bouger pour voir et pour comprendre que même si Donald Trump semble avoir conquis tout le pays, en fait il a surtout conquis toutes les zones rurales et il a absolument eu aucun impact dans les villes. C'est là qu'on voit que cette configuration-là ne marche pas dans un pays qui est bien moins urbanisé que le Brésil, ou en tout cas dont l'urbanisation est, enfin, que les États-Unis comme le Brésil, ou en tout cas dont l'urbanisation est beaucoup plus fragile. Ouais. Au Brésil, la, la population rurale a beaucoup plus d'impact sur la politique qu'aux États-Unis. Et c'est pareil chez nous en France, la population rurale a bien moins d'impact qu'au Brésil, tout simplement parce que très peu de gens sont ruraux. Ouais, en tout cas, moins qu'il y a 60 ans. Voilà, tout à fait. Et moins même qu'il y a 15 ans. Même s'il y a un phénomène inverse qui se produit, hein, rappelons-le. Oui, il y a un phénomène inverse qui se produit. Mais il est important de noter que les retours en question, c'est des retours de personnes qui sont, entre guillemets, sans vouloir dire que les campagnards sont des gens non instruits, mais ce sont des personnes qui viennent de la ville. C'est des personnes qui ont donc été initiées aux pratiques sociales, au fait de vivre en ville. Donc des personnes qui ont joui d'un accès à l'information qui est beaucoup plus important. Alors, continue. Oui, je vous écoute, oui, pardon. Pardon. Et donc, pour finir, quelque part, ce sont des extensions de la ville qui vont en campagne, en fait. Alors, revenons un peu au Brésil pour parler, si vous le voulez bien, de la suite. Sans préjuger de ce qui sera fait nécessairement par Bolsonaro et sans dire que son programme est... voilà, enfin... bref, sans être caricaturaux même, je pense qu'on peut mettre au pluriel. Bon, Jair Bolsonaro, si son programme est mis en œuvre, il devient quoi le Brésil ? Alors, j'ai eu très peu de contact avec le programme de Bolsonaro, donc j'aimerais bien un petit... j'aimerais bien un petit mémo histoire de je vais être honnête avec vous, je prends surtout des points essentiels. Enfin essentiels, des points chauds, j'ai envie de dire, du programme. On va prendre d'abord cette mesure assez forte qui est la libéralisation de la vente d'armes. Prenons ça d'abord et le fait que Jair Bolsonaro veut envoyer l'armée dans les favelas pour, selon lui, faire régner l'ordre. Bon, c'est là que il y a des comparaisons qui sont dressées avec Donald Trump, mais avec ça qui est mis en œuvre, on fait vraiment une politique de maintien de l'ordre. Oui, je vois, je commence à... Ben, tout dépend. Quand on dit qu'est-ce qui va devenir du Brésil, il est important de se demander qu'est-ce qu'est le Brésil. Quel est l'héritage de Monsieur Lula? Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec le Brésil actuel?
Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas mésestimer l'importance de la conscience politique des peuples. Euh, nous ne sommes pas brésiliens, nous ne pouvons percevoir la question brésilienne qu'au travers de notions qui nous sont importantes. Il nous est important que l'armée n'ait pas la main mise entre guillemets sur la population, parce que envoyer l'armée dans les favelas, c'est ce qui va arriver. Pour nous, c'est important que ça n'arrive pas. La question, c'est est-ce que c'est important pour les Brésiliens que ça n'arrive pas? Hmm. La question du coup, c'est pour nous, un discours sécuritaire, c'est un discours qui est potentiellement dangereux. C'est un discours qu'il est important d'encadrer, qu'il est important de contrôler. Est-ce que c'est le cas partout dans le monde? Moi, Enfin, ouais. je prône au-delà de la tolérance vis-à-vis de Monsieur Bolsonaro, puisque je ne le connais pas et je ne connais pas encore sa couleur politique entre guillemets, la teneur enfin, jusqu'à quel point il sera capable d'accomplir ses promesses de campagne. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Si, si Jair Bolsonaro a été élu, ce n'est pas parce que ce qu'il fait c'est bien, mais peut-être parce que ce qu'il fait c'est la meilleure alternative qui a été perçue par une majorité des Brésiliens. Que ce soit vrai ou pas, c'est le plus important. La question ensuite, c'est de savoir est-ce que c'était un choix éclairé. Comme je le disais à une précédente émission, le problème qu'on a dans nos systèmes démocratiques, c'est que la plupart des gens qui choisissent, la plupart des gens qui votent ne font pas des choix éclairés. Et donc, même s'ils font ce qui leur semble être le meilleur choix possible, ça l'est certainement pas. Donc ce qui est important d'abord, avant de se demander ce que va devenir le Brésil, c'est qu'est-ce qui pourrait être? Quelles seraient les meilleures choses, les meilleures décisions à prendre? Qu'est-ce qu'on devrait faire si on voulait que le pays s'améliore? Et ensuite seulement, on se demanderait, est-ce que ce que Monsieur Bolsonaro fait, c'est important dans cette question? Enfin, ça a de l'impact sur cette problématique. Hmm. Est-ce que vous diriez que là, c'est un choix éclairé des Brésiliens? Je pense pas. Et pourquoi? Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'un choix éclairé, c'est un choix rationnel. Et un choix rationnel, c'est un choix qu'on fait en ayant compris les implications de nos émotions, de nos perceptions dans notre système de réflexion, entre guillemets. Euh, Peu d'acteurs politiques, qui ce soit les citoyens ou bien les politiciens eux-mêmes, peu d'acteurs politiques sont capables d'identifier réellement les causes profondes de leurs décisions. En fait, peu de gens en sont capables, pour ne pas dire personne n'en est capable, dans des circonstances d'urgence, comme l'élection l'a été, puisque c'est une situation qui fait beaucoup appel aux émotions, notamment par l'emploi de vocabulaire fort. Enfin, là encore une fois, la comparaison avec la campagne de Donald Trump est pertinente parce que ce sont des campagnes en fait qui mobilisent l'émotion. C'est des campagnes qui mobilisent la sensibilité des gens à certains, à certaines formes d'hooliganisme. Dans ces conditions-là, on ne peut pas appeler ce choix un choix éclairé. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais choix, simplement c'est pas un choix éclairé. Donc il a le potentiel d'être mauvais. Ouais. Je vois l'idée. Euh, Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi le fait que Jair Bolsonaro n'ait participé à aucun débat sauf un, le fait qu'il n'ait pas fait campagne ou presque, qui joue? Qu'au fond, on a plus fantasmé son programme qu'autre chose. Ça joue énormément. Ça joue énormément parce que, comme, comme on dit, c'est le. Oui, Arnaud, oui. Oui, pardon. Je disais, comme on dit, c'est le fait d'être exposé à une certaine idée qui permet de s'y accoutumer. Et le fait de s'accoutumer à une certaine idée, ça peut nous rendre moins sensibles à son effet percutant. Bolsonaro, il joue sur son effet percutant. Et donc, nécessairement, il faut que les gens soient moins accoutumés à ses idées. Et donc, il faut qu'il les exprime le moins possible.
Alors, Ryoma Takeuchi entre tout juste en studio avec Bonsoir. grande classe. Bonsoir. Ah, il manque juste la cravate. La prochaine fois. Sans problème. Bon. Pardon. Pour continuer ce débat, Arnaud, je vous propose de passer la parole à Ryoma. Bien sûr, bien sûr. Donc Ryoma, pour vous, on va faire simple. L'élection de Jair Bolsonaro, est-ce un bien pour le Brésil ou un mal? Alors, disons que j'aurais... Vous avez pas 4 heures. Oui. J'aurais une réaction de dégoût assez spontanée, disons, après avoir appris son élection, parce que tout simplement, vu les prises de parole, en fait, on sait que c'est une personne dont, dont les prises de parole vont alimenter une certaine forme de violence à l'égard des minorités, des femmes, des homosexuels. Enfin bon, c'est un discours qui est sans doute convenu, mais je pense qu'il est bon de le rappeler, et il y a de toute façon une forme de violence sociale qui s'exprime d'une manière ou d'une autre, et c'est quelque chose qui a l'air aussi très présent en Europe. C'est une forme de désaveu, disons, du système politique, et donc une envie peut-être de retrouver une certaine forme d'intégrité ou de rigueur qui parfois peut passer par j'espère, une parenthèse autoritaire ou disons au profit des militaires. Et la seule chose en fait que l'on peut espérer, c'est que les contre-pouvoirs seront suffisants, et que disons la société en fait saura se préserver des mouvements violents, en fait, des violences sociales et des mouvements de foule, des passions tristes, comme on dit. Donc quand vous dites contre-pouvoir, c'est quoi? C'est la Cour suprême? C'est les médias? Alors oui, on compte, c'est vrai, beaucoup sur les médias à l'international, puisqu'après tout c'est quand même un milieu très international. Il n'empêche qu'on se rappelle que ce sont par exemple les procédures, ce sont les actes. Ce sont les actes exécutifs qui ont permis de diriger le Brésil sous la dictature. Donc il faudrait faire des décrets présidentiels, quoi. Voilà, une forme de décret exécutif qui risque de poser problème dans l'équilibre des pouvoirs. Et donc à ce moment-là, on peut espérer en tout cas que la justice ou que le Parlement puisse faire ce contre-pouvoir. Il n'empêche que au Brésil, c'est une histoire assez particulière. L'Amérique latine a un rapport à l'État qui est assez particulier, et donc on ose aussi espérer que c'est la société civile, la capacité d'organisation qui a été, il faut le dire, quand même assez remarquée à l'international. C'est toutes ces collectivités, ces collectifs locaux, pardon, ce sont ces petits collectifs locaux qui pourraient peut-être protéger, entre guillemets, les territoires, l'économie et le tissu social. On parlait avec Arnaud à l'instant, Arnaud qui est toujours là d'ailleurs, si je ne m'abuse. Toujours là, toujours là. Vous voulez répondre à Ryoma ou on parle des armes? Disons que j'ai pas grand chose à répondre à Ryoma à part que sur le plan de ce qui est inquiétant, je suis d'accord. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ma question c'est plutôt est-il pertinent d'être inquiet? Est-il pertinent d'envisager en fait la situation du Brésil de notre point de vue de gens qui ne sont pas brésiliens, mais en soi, tout ce qu'il préconise, je l'aurais préconisé aussi. D'accord, c'est-à-dire, plus sur quel point, donc j'imagine c'est la lutte contre la corruption, le port d'armes, et peut-être il y aurait aussi peut-être le renforcement des contrôles à la frontière, peut-être, et la fusion du ministère de l'Agriculture avec celui de l'écologie. Ah, on va en parler, tiens. Arnaud? En fait, mon argumentaire est pas aussi précis que celui de Monsieur Ryoma, parce que je ne suis pas aussi bien informé sur le programme de Bolsonaro. Mon argumentaire, il est simple, il consiste à dire que les points qui nous semblent intéressants, qui nous semblent importants de défendre dans la politique d'un homme politique, d'un gouvernement, c'est des points auxquels nous on est sensibles.
Et les points auxquels nous on est sensible ne sont pas les points auxquels une population qui ne vit pas les mêmes choses que ce que nous vivons est sensible. Et donc, On a quand même le droit d'avoir un avis, n'est-ce pas? absolument, je dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis. Je dis, comme je disais tout à l'heure pour les comparaisons avec des tas d'autres personnes, est-ce que c'est un avis pertinent? Est-ce que c'est un avis éclairé? Est-ce que c'est un avis qui prend en compte le fait qu'on n'ait pas notre sensibilité au sens notre capacité à évaluer l'impact de cette élection et l'impact des politiques qu'il va mettre en place ne serait pas altéré par le fait qu'on attendait autre chose. Par le fait que pour que nous on soit rassurés, il nous faudrait autre chose. C'est ça ma question. C'est ça ma seule objection à ce que vous dites en fait. Parce que tout simplement, moi je dis, n'étant pas brésilien, il va nous être difficile d'être objectif sur la question. On peut avoir raison, et on a de très très bonnes raisons de s'inquiéter quand on prend en compte tout ce que Monsieur Bolsonaro semble utiliser comme tactique médiatique entre guillemets, mais c'est pas parce qu'on est inquiet qu'on a raison. On est d'accord, j'entends bien l'argument, mais bon, on peut aussi partir sur une base conceptuelle assez commune. On a un régime démocratique, on a une économie importante qui constitue à peu près, bon, qui est quand même la 6e puissance mondiale. Il y a, il me semble, 7, pardon, excusez-moi. Là pour le coup, bon, bref, il y a un classement, donc il y a une évaluation une évaluation quantitative. Et en plus de ça, le Brésil est quand même, bon voilà, la forêt est un pays important d'un point de vue écologique, parce qu'on dit très bien que l'Amazonie c'est le poumon de la planète. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que, par exemple, l'écologie, la perspective écologique nous met à l'échelle de la planète en solidarité. On peut aussi se dire que la société capitaliste, ou en tout cas le système capitaliste, nous donne une grille de lecture commune, et que le système démocratique nous donne à peu près, on va dire, une idée commune de l'équilibre des pouvoirs. Après, évidemment, il y a une trajectoire, donc c'est pour ça que je le soulignais tout à l'heure, il y a une trajectoire historique qui est particulière. Et c'est vrai, ce qui, par exemple, peut nous rassurer, c'est qu'un pays qui a connu en fait déjà la dictature va quelque part y replonger, et encore, c'est quelque chose d'un petit peu, c'est très littéraire ce que je dis, mais il n'y a pas de fatalité, et donc c'est pour ça que je disais qu'on espère que ce ne soit qu'une parenthèse, peut-être même en étant un peu philosophe de comptoir, peut-être disons un court instant de remise à niveau, de table rase, ou je sais pas trop quoi, peut-être on peut y trouver une forme d'intérêt, une cohérence disons un peu philosophique. Mais c'est vrai que là, l'idée n'est pas de dire que la société tout d'un coup change de visage et que des monstres surgissent et que qu'on va régler ça à coup de super pouvoir. C'est pas forcément c'est pas forcément l'intention. L'idée, c'est que on est en face en fait d'un miroir. On sait que donc, certaines personnes appellent ça la peste brune, d'autres appellent ça la montée des populismes, d'autres appellent ça une parenthèse autoritaire. Il y a plein de manières de le dire, mais on sait que c'est quelque chose qui nous pend au nez aussi en France, et donc d'une certaine manière on a la chance d'avoir un certain nombre d'exemples. Il y a les États-Unis quand même, ce qui est considéré comme la première puissance mondiale, la première démocratie au monde, etc., élit une personne dont la respectabilité est sujette à caution. La personnalité du leader ne va pas assurer le prestige du pays. Et en plus de ça, malgré une forme de résignation, il y a tout de même la possibilité de se dire que d'une certaine manière on a quelque chose à en tirer, et on peut manifester aussi une forme de solidarité. Alors pas forcément avec l'intention d'intervenir, parce qu'on sait quand même que le Brésil, les années de plomb, c'était vraisemblablement sous l'influence des États-Unis que la dictature a été imposée, Là, pour le coup, on sent,
on se sent un petit peu perdu parce qu'on sait finalement que le nouveau président est favorable aux États-Unis. Il suit un certain nombre des lignes diplomatiques de Donald Trump et pourtant on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose de calculé. Alors pardonnez-moi, je vous coupe parce que pas parce qu'il y a la police, mais parce que ouais, bah excusez-moi, ça faisait un peu bizarre comme ça. Je trouvais que c'était très à propos, on va dire. À propos du lien entre le Brésil et les États-Unis, vous dites donc que Jair Bolsonaro est proche du Brésil, oui forcément, mais des États-Unis et des positions américaines. Néanmoins, il veut remettre le Brésil au premier plan en Amérique latine, et on sait que ça s'est toujours construit contre les États-Unis. Voilà, juste petit élément de contexte. J'ai envie qu'on termine cette partie-là du débat, déjà parce qu'on a pris du retard. Enfin, vous me direz, on n'est plus à ça près, hein, mais... et vous souleviez quelque chose, Ryoma, que je tiens à ce que l'on aborde, c'est la question écologique. Alors Arnaud... Donc, ayant parfaitement les arguments de Ryoma, encore une fois, je ne peux qu'être d'accord sur le principe. Sur le principe, en ma qualité d'observateur étranger, en ma qualité de personne qui, comme vous le disiez, est sensible à des questions comme l'écologie, comme la démocratie, encore que c'est sujet à débat, je ne peux qu'être d'accord avec votre analyse, je ne peux qu'être d'accord avec vos inquiétudes. Seulement, là est mon autre question. Quelle est notre légitimité à réclamer de Monsieur Jair Bolsonaro qu'il accomplisse ce que nos gouvernements ne savent pas accomplir? C'est-à-dire avoir un gouvernement dans lequel avoir un programme en fait qui mettrait l'écologie au premier plan. Principalement, c'est ce qu'on lui reproche. Non, c'est pas que ça. Pardon Arnaud, je vous coupe. Mais ce qui est soulevé quant au programme non écologique de Jair Bolsonaro, c'est que, donc, on l'a dit, il veut mettre le ministère de l'écologie dans le giron du ministère de l'agriculture et exploiter la zone de la forêt amazonienne. Donc la forêt amazonienne, cette grande forêt vierge, c'est quand même, d'après ce qu'on dit, le poumon de la Terre. Ça pose problème quand même d'exploiter cet endroit. Ça pose problème si on considère que la forêt amazonienne, c'est le poumon de la Terre. Pardon, je reformule. Ça pose problème si on attache de l'importance à l'idée que la forêt amazonienne, c'est le poumon de la Terre. Ça pose problème, encore une fois, si on ne prend pas en considération que aucun programme politique qui existe jusqu'à maintenant, en fait, à l'échelle de la planète, n'est écologique. Absolument aucun. Et que personne ne vienne me dire le contraire, quand on voit que, en fait, par exemple, les résolutions de la COP21, où malgré toutes les promesses de campagne qui sont faites par tous nos dirigeants en France, par exemple, on n'arrive toujours pas à quelque chose de très bête, pour revenir, pour parler de quelque chose qui nous est proche. On n'a aucune législation contre la chasse, par exemple. Encore une fois, c'est trivial. Attention, je ne suis pas en train de mais c'est ça pour faire une comparaison. C'est un point trivial, mais c'est un point important qu'il convient de noter. Aucun programme politique n'est écologique. Sur quelle foi va-t-on dire que le programme que M. Bolsonaro doit être entre guillemets combattu idéologiquement parce que son programme est non écologique? Il est tout autant non écologique que le programme de M. Trump qu'on combat. Vous me direz. Il est tout autant non écologique que le programme de Mme Theresa May ou de Mme Angela Merkel ou de M. Emmanuel Macron. N'importe lequel des dirigeants, pour la simple et bonne raison, comme je disais il y a quelques temps déjà dans une émission, que en écologie, pour faire avancer les choses, ce qu'il faudrait demander aux dirigeants, c'est de faire précisément des efforts sur ce qui touche leur économie. Parce que ce qui touche leur économie, c'est précisément
ce qui fait en sorte que la situation écologique se dégrade. Ce qui fait marcher nos économies, c'est le fait d'exploiter les ressources planétaires. Ouais, j'invite les auditeurs pour... Ouais. Dernier mot, Donc, Arnaud. en tant que population... Donc, oui, dernier mot. Donc, en tant que population, on a cet argument. En tant que population, il nous tient à cœur de voir nos élus y être sensibles aussi. Mais en tant qu'observateur étranger, on ne peut pas décemment reprocher à un chef d'État nouvellement élu de ne pas y tenir à cœur, puisque personne d'autre ne le fait. Ouais. Au sujet de cette incidence de l'économie et des ressources sur l'écologie, j'invite les auditeurs à aller jeter un œil au rapport du WWF dont on parlait dans le journal, qui en fait état d'ailleurs, qui dresse une corrélation avec pas mal de graphiques. Ryoma, une réaction à ce que disait Arnaud? Oui, alors que les dirigeants jusqu'à présent n'aient pas tenu leurs engagements sur l'écologie. Alors certes, est-ce que notre activité économique est inévitablement une destruction du milieu naturel? Je dirais que c'est une modification et que globalement on n'a pas attendu l'ère industrielle en fait pour modifier durablement et durement les écosystèmes. Et il n'empêche que, Tout à fait. ce qui caractérise en tout cas la période que l'on vit, c'est une forme de simultanéité tout simplement. C'est l'idée que en fait, disons la maîtrise du mode de vie, est de plus en plus, de plus en plus précise. Et on a l'impression en fait que après avoir, surmonté un certain nombre de contraintes de la vie et de la vie biologique ou des conditions climatiques, eh bien, il y a une forme de retournement. Et bon, je ne sais pas. Bon, après, on peut essayer de penser qu'à l'échelle géologique, les glaciations, les réchauffements c'est un cycle, tout autant que le cycle économique. Et donc, si on imagine que la crise, je dis ça sans rire, hein, parce que parfois il y a certains. Non, mais c'est des cycles, mais c'est pas les mêmes. Les mêmes durées. C'est pas les mêmes durées, ça c'est sûr. Mais et par exemple, je dis ça sans rire parce que quand même en économie, l'économie c'est une discipline qui est très malléable et on parle même de la théorie de la gravité par exemple entre deux économies. Donc il y a... Ça donne quoi en français? Eh bien, ça veut dire qu'il y a certains phénomènes naturels qui sont utilisés, qui sont réinterprétés pour décrire le cycle économique et la croissance. Donc, que la croissance puisse être basse, que la croissance provoque un certain nombre de dégradations accélérées du milieu naturel, ça c'est indéniable et c'est précisément parce qu'on en a conscience que l'on essaye vraiment de limiter les dégâts. Et je pense que d'une certaine manière, même si on a du mal à freiner l'optimisme de la production, je pense que les gens sont quand même très acquis à l'idée d'une réglementation beaucoup plus stricte en termes de production industrielle et de maîtrise des déchets industriels. Donc là-dessus, je pense qu'il y a déjà une partie du travail qui a été... je pense qu'il y a un travail très important qui a été fait. Et si sans doute la démarche écologiste est affaiblie aujourd'hui, peut-être oui, qu'en effet, c'est un déficit du jeu démocratique qui fait que les discours s'équilibrent, que les rapports de force font que parfois certaines propositions qui seraient très bonnes ne sont pas acquises. Mais par exemple, pour une personne qui se revendique de l'autoritarisme et d'une forme alors qui pourrait peut-être prétendre à une forme de dirigisme économique, si cette personne souhaite mettre son autorité et l'armée au service de cette cause, il le pourrait tout à fait. Et donc Jair Bolsonaro... Mais pourquoi le ferait-il ? Tout simplement par bienveillance, par vertu, et peut-être par souci. C'est ça ma question. C'est ça ma question. À quel moment est-il une position rationnelle, une position juste, une position éclairée entre guillemets, de réclamer d'un homme politique qu'il agisse par vertu? Attendez, on laisse répondre. Non, Arnaud, on va laisser Ryoma répondre.
Là, alors évidemment, alors on revient au classique de la philosophie grecque. Hein. Bon, il me semble que voilà, le bien, la vertu sont des concepts qui sont très compatibles avec la politique. Il n'empêche que bon, moi pour le coup, Vous seriez surpris que non, en fait. mais c'est là qu'est l'intérêt de voir des pays, disons, prendre un tournant autoritaire. Est-ce que finalement ce que l'on demande aujourd'hui, ce ne sont pas des poignes de fer qui pourraient peut-être nous guider vers une société durable? Et c'est vrai que quand on entend un certain nombre d'écologistes, quand on sait par exemple que certains chasseurs se revendiquent les premiers écologistes de France, en fait, et sans blague, Oui, c'est vrai qu'ils le disent. les chasseurs se considèrent comme les premiers écologistes de France, et en fait, il est possible que la société écologique qui est souhaitée par ces tendances politiques-là, en fait, est une société figée, de faible consommation, et où la mobilité sociale n'existe pas. Et donc c'est peut-être même un retour à l'ancien régime qui nous attend avec une société proprement écologiste. Arnaud, je vous laisse finir votre remarque. Alors, ma remarque... Mais rapide, s'il vous plaît. Ryoma disait que pour... C'est un bref aparté. Ryoma, vous disiez que on demande peut-être à l'heure actuelle des hommes forts pour appliquer les politiques qu'il faut appliquer. Je trouve que ça, c'est une position qui est plus raisonnable. Parce que, à mon sens, et en tenant compte des principes de la démocratie, en tenant compte des principes de la philosophie politique tout simplement, il est difficile de réclamer d'un homme qui est élu démocratiquement qu'il applique un programme qui coûtera à la majorité des gens une chose à laquelle ils ne sont pas prêts à renoncer. Parce que pour appliquer un programme écologique qui ait de l'impact sur les siècles à venir, il faudrait que les changements soient drastiques. Vous serez d'accord avec moi? On va pas entrer dans toutes les propositions qui ont été mises en place par des... On va pas entrer dans toutes ces propositions-là qui ont été mises en place par des scientifiques, mais un politique qui voudrait se lancer là-dedans se casserait la tête, entre guillemets. Il y perdrait quasiment toute sa popularité. Tout simplement parce que les résultats, peu importe ce qu'on dit sur notre conscience politique, et il est un fait que on a du mal à se projeter dans l'avenir, on a du mal à percevoir l'importance d'une action dont on ne verra pas les résultats. Et notre génération ne verra pas les résultats de l'action qu'elle entreprend. Ouais. Et donc, ma question c'est ça. Mon point c'est ça. Est-ce qu'on est vraiment sûr à 100% que tous les gens qui sont écologistes maintenant, pour nombreux qu'ils soient, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'une fois qu'ils auront ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une fois que les pouvoirs publics se mettront au service de l'écologie, mais dans le sens le plus dur, parce que c'est ce qu'il faudrait, une fois que ça sera fait, est-ce qu'on est sûr en fait qu'ils seront toujours en mesure de les soutenir? Est-ce qu'on est sûr en fait de tout simplement alors attendez, est-ce qu'on est sûr de la fiabilité de notre modèle? Arnaud, on peut dire que votre point est présenté. Ryoma voulait répondre et puis après je vous demanderai à l'un comme à l'autre de conclure. Alors, je vais avoir un raisonnement très cynique. Hein. C'est vraiment pas le fond de ma pensée, mais d'une certaine manière, il y a un retour des théories malthusiennes dans l'économie à cause précisément de cette insécurité ou de cette. Alors on rappelle que c'est des théories sur la population, sur la démographie. Des théories sur la démographie, et donc très, très globalement, il faut réguler la démographie pour assurer la stabilité et la survie. Bon, et on sait que c'est le genre de scénario qui fait beaucoup de dystopie, en fait. C'est de savoir comment est-ce qu'on sélectionne ceux qui ont le droit de vivre ou pas, quoi. Mais c'est là, en fait, que, pour le coup, je suis inquiet, puisque dans un système politique qui va se donner les moyens de faire passer ses décisions, son programme, d'appliquer son programme par le biais de l'exécutif, si elle considère que l'écologie est une cause perdue,
eh bien dans ce cas-là, elle va tout simplement décider peut-être de se séparer des individus qu'elle considère comme les plus nocifs. Et c'est souvent ce qui arrive, en tout cas avec les minorités. On choisit de se séparer des personnes qui ne correspondent pas au modèle dominant ou peut-être de stabilité. On va peut-être se séparer des personnes qui sont jugées trop individualistes parce que précisément leur comportement serait nuisible à la survie de l'espèce. On pourrait même peut-être décider qu'au bout d'un moment, eh bien, pour préserver une forme de, une forme de système économique, que tout simplement il faudrait que tout le monde consomme de la même manière et que peut-être que certaines cultures vont poser un certain nombre de problèmes. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on irait grignoter le terrain alors j'aime pas le mot indigène, mais bon, en tout cas des Indiens d'Amazonie. Je ne vois pas pourquoi on irait on irait grappiller sur le territoire, si tant est que ces personnes-là jusqu'à présent n'ont pas vraiment détruit leur milieu naturel. Encore qu'ils peuvent avoir une influence, mais ils ne l'ont peut-être pas à la vitesse que l'on a aujourd'hui. Donc pour faire simple, moi ce qui m'inquiète précisément, c'est je pense pas que c'est une fatalité. Je pense qu'on peut faire un programme écologiste qui inclut tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que les écologistes sont les premiers, par exemple, à demander la légalisation des drogues à usage médical dans un premier temps, ou peut-être à améliorer le contrôle de la production et de la distribution des stupéfiants, parce qu'on sait que c'est précisément dans ces pays-là où l'insécurité est liée à la production et au trafic de drogue que les gens souffrent le plus. Bien, je vais vous demander à l'un comme à l'autre, et on va commencer par Arnaud, de faire une conclusion générale sur ce débat, donc sur le 3-2-1-0, le Brésil, Bolsonaro, etc. etc. Arnaud. Bon, comme conclusion générale, je vais dire que bien qu'on n'ait pas eu l'occasion de discuter un peu de la chair du sujet, c'est-à-dire des politiques mises en place par M. Bolsonaro, on a surtout que ça n'a pas commencé. Pu observer quand même. On a pu observer dans cette espèce de première approche d'entrée en matière, on a pu observer quand même que les questions qui nous semblent importantes, M. Bolsonaro n'y apporte pas de réponse. La question c'est, est-ce qu'il apporte une réponse, est-ce que la réponse qu'il va apporter aux questions qui semblent importantes aux Brésiliens sera satisfaisante? Est-ce que, tout simplement, est-ce que l'élection de M. Bolsonaro aura servi à quelque chose? Et je pense que c'est ce qui est important de retenir pour la postérité. Est-ce que cet acte-là aura servi à quelque chose dans l'histoire du pays? Eh bien, merci Arnaud, c'était votre conclusion, Yoma? Je dirais que je partage en tout cas le constat qu'il y a une forme d'incertitude, et c'est vrai que on a en fait tout simplement l'assurance que le discours puisse influencer le réel est perdue. Il n'empêche que nous sommes dans un moment où les causes et les combats humanistes reprennent de leur vigueur. Et c'est précisément un moment où nous sommes mis devant ces différents enjeux et que nous voyons que personne n'est vraiment parfait. Et je pense que c'est peut-être même une leçon que nous pouvons tirer dès maintenant, c'est que quand bien même la politique ne nous offrirait jamais satisfaction, nous sommes toujours responsables de nos actes et de notre destin. Merci à tous les deux, Ryoma Takeuchi et Arnaud Dika, pour cette question de la semaine dans ce LVO Weekend qui n'était pas à un horaire habituel. On revient à la bonne heure la semaine prochaine, c'est promis.